Deux petits mots d'intro sur les événements. Il se trouve que j'ai fait pas mal de bilan carbone d'événements depuis une dizaine d'années, de gros événements, donc il faudra que je passe le voir. Mais c'est jusqu'à, par exemple, il y a un mois à peu près, où des journalistes de Ouest France m'ont appelé, parce que, par exemple, les 24 heures du Mans avaient fait leur bilan carbone, il est publié en ligne, vous pouvez le voir, et ils annonçaient leur neutralité carbone dans quelques années. Extraordinaire, en disant que le premier poste est le déplacement des spectateurs, certes 300 000 personnes qui arrivaient de toute l'Europe et même d'ailleurs, mais les journalistes sangués qui avaient anguille sous roche, pibal sous caillou, on dirait dans le sud-ouest, ou au cœur du sud-ouest, et m'ont appelé pour me dire, Monsieur Castanède, là il y a un loup, on ne comprend pas comment les 24 heures du Mans, et donc ça m'a valu un entretien dans Ouest France il y a un mois, et en fait la conclusion c'est qu'ils ont juste oublié le premier poste. Donc quel est le premier poste d'un gros événement comme les 24 heures du Mans? Ben non, ce ne sont pas le déplacement des spectateurs, qui certes sont énormes. En fait, c'est les conséquences de l'événement sur la vie quotidienne des gens qui ont assisté ou des gens qui l'ont vu. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait les 24 heures du Mans? Pourquoi Audi met 10 millions d'euros au Porsche? C'est juste pour vendre des voitures plus puissantes, surdimensionnées, à la fois aux spectateurs, aux téléspectateurs, etc. Pourquoi ces entreprises qui ne sont pas des philanthropes mettent tant d'argent? Et après, ils doivent référer auprès de leur direction générale. Pourquoi on a mis tant d'argent aux 24 heures du Mans? Êtes-vous sûr qu'on a vendu davantage de grosses voitures puissantes? Ils doivent se justifier. Donc voilà, c'est juste que le premier poste du bilan carbone des 24 heures du Mans, mais en fait, c'est les conséquences comportementales en fait, des 24 heures du Mans. S'il n'y avait pas des 24 heures du Mans, s'il n'y avait pas les Grands Prix de Formule 1, certainement, on aurait un peu moins d'addiction à la survitesse et à la surpuissance sur les routes ouvertes. Voilà, donc premier commentaire. Alors, deuxième, juste... Alors, je prends la peine de m'asseoir 30 secondes sur le banc du temps qui passe, parce qu'il se trouve que si je suis là, c'est pour partie lié à Hubert Reeves. Alors c'est très indirect, mais il se trouve que quand j'étais chez Renault, vers 2007, il a fait une conférence à tout le board. Donc c'était vraiment une grande conférence d'Hubert Reeves chez Renault. Je n'ai pas pu y assister directement, mais le lendemain sur l'intranet. Et moi qui connaissais Hubert Reeves comme jeune téléspectateur qui parlait Hubert Reeves des étoiles, mais là en fait j'étais hyper surpris. Pendant 1h30 au board de Renault, il n'a parlé que de la Terre. Et ça m'a vraiment presque choqué, enfin voilà, clairement. Il a parlé surtout du changement climatique. Et comme j'ai eu à bifurquer 2 ans après, en 2009, mais en fait j'ai bifurqué en me lançant dans les bilans carbone et ensuite dans les essais sur les transports, parce que mes clients étaient peu dans les transports. J'avais beaucoup de choses à raconter, notamment des choses autour du Dieselgate qui n'avaient pas éclaté, mais c'était quand même dans l'industrie un peu un secret de polichinelle de ce qui commençait à se préparer. Donc j'avais commencé à écrire un bouquin avant le Dieselgate, par exemple en 2015, qui a fini par sortir, etc. On pourra en parler. Voilà. Donc c'était peut-être une petite intro. Donc j'ai noté, il faut que je parle de l'avion à hydrogène et il faut que je parle de la voiture électrique. Donc j'ai droit à un quart d'heure de plus. Alors, voilà. Donc juste, voilà, ça c'est un résumé de ce que j'ai dit. Donc j'ai travaillé, j'ai fait Centrale Paris, juste. Donc j'ai fait Centrale Paris, donc je suis un ingénieur vraiment hyper classique français. J'ai travaillé chez Bouygues 6 ans, donc dans le bâtiment. J'ai travaillé chez Renault 9 ans dans le développement des voitures. J'ai bifurqué en 2009 pour aller à Bordeaux et m'installer, me mettre à mon compte sur les bilans carbone. Et donc je fais des bilans carbone depuis 14 ans, avec des creux à des moments, avec moins d'activité. Et c'est ça qui a fait que je me suis lancé dans les livres. Et donc les 2 livres qui sont à droite sont en vente là. Le premier est un pavé là, qui a été réédité en fin d'année dernière, le mythe des transports propres. Donc ça c'est un gros pavé pour les gens qui aiment bien rentrer dans le dur. Et la bougeotte qui est plus sociologique et plus light. Voilà. Et sur bco2.fr, vous retrouvez plein d'informations façon site de Jean Covici, mais en vraiment beaucoup plus modeste. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'impact des transports très rapidement? Sa réponse est 18h50. Ah d'accord, donc j'ai 18h05. Bon ok, ça marche. Alors, donc je n'ai qu'une quinzaine de slides, donc j'ai essayé de me limiter pour ne pas déraper et pas me précipiter vers la fin. Bon déjà, c'est quoi l'impact des transports aujourd'hui? Parce que ce slide est important parce que souvent, vous entendez dans la presse, dans le monde, les transports c'est 15% du total parce que le GIEC, sur son camembert, il a mis 15% de transport. Mais en fait, dans ce camembert, c'est un camembert qui fait 100%, en fait, ce qu'on affecte au transport, c'est ce qu'on ne peut affecter nulle part ailleurs. Donc c'est finalement ce qui sort du pot d'échappement des voitures, c'est le CO2 en fait qui sort du pot d'échappement des voitures, des navires, des avions, des réacteurs des avions. Mais en fait, les transports, c'est pas du tout que ça en termes d'impact climatique. Vous avez en fait plein d'autres choses. Vous avez la construction des véhicules. Ben ça, c'est dans l'industrie. Donc il y a un morceau de l'industrie, en fait, c'est les transports.
les véhicules, quels qu'ils soient. Les infrastructures, les voiries, les stationnements, l'entretien des véhicules, tout ça, vous avez aussi une partie de l'industrie, c'est ça. L'extraction, le raffinage des carburants, alors c'est une autre partie de l'industrie, je ne sais plus où c'est. Dans les buildings, vous avez les parkings, ces choses-là, hein, les parkings à étages, c'est dans les buildings. Donc en fait, il faut rentrer dans le détail des rapports du GIEC, des sous-comptes et tout ça, pour faire des additions simplement, et on se rend compte que les transports, en fait, c'est 30% du total. Vous voyez ? Alors, grosso modo, la totalité des émissions de gaz à effet de serre, pour simplifier, il y a 4 tiers. Je ne fais pas d'erreur d'addition, il y a bien 4 tiers. Les transports, bon, c'est un petit tiers. L'alimentation, c'est un petit tiers. Le confort thermique des bâtiments, c'est un petit tiers. Et les objets manufacturés, grosso modo, c'est un tiers aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on a dit, il y a les parts de camembert, elles se chevauchent en fait. Quand on transporte de la viande, on peut tout autant considérer que c'est de l'alimentation, on peut tout autant considérer que c'est dans les transports. Hein, okay. Donc quand on regarde les transports, on a 30% du total au niveau mondial. Et au niveau français, quand vous entendez les transports en France, c'est 30%, mais rebelote, c'est plus de 40%. Quand on fait le calcul comme ça, quand on additionne, on va prendre les morceaux, on dépasse 40%. Bon, et donc, c'est quoi la proportion à l'intérieur? Bon, ça, c'est le critère gaz à effet de serre. Hein, ce n'est pas l'unique critère, Aurélien l'a bien dit au début, hein, loin de là. Donc, grosso modo, les 2 roues, ce n'est pas grand-chose. On verra que c'est beaucoup de pollution, mais ce n'est pas beaucoup en CO2 parce que c'est des petits véhicules, assez nombreux quand même. Vous voyez que c'est des voitures, le premier poste, c'est-à-dire que si le 30%, c'est 100%, si vous voulez retenir, si c'est 100, ben en fait, c'est 40, 30, 20, 10 et 1. Le total aux arrondis près, ça fait 100. 40% des 30%, c'est les voitures, 30% c'est les camions, 20% c'est les avions, 10% c'est les bateaux, et 1% c'est les trains, voilà. Et les 2 roues, je les ai oubliés dans le tas. Voilà. Vous voyez que les voitures, ça pollue plus que les poids lourds, qui eux-mêmes polluent plus que l'aviation civile. Alors ça, c'est en équivalent CO2, parce que dans l'aviation civile ici, j'ai compté les traînées de condensation en équivalent gaz à effet de serre. Voilà. Sinon, ça serait la moitié, mais on a les traînées blanches dans le ciel, on pourra en reparler. Donc ça, c'est en termes de gaz à effet de serre. Mais en fait, les conséquences, par exemple, sanitaires, il n'y a pas que ça. Hein, je ne parle même pas de l'artificialisation des sols, mais en termes sanitaires, par exemple, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, bon, vous avez pas mal de composants néfastes pour la santé, bon, notamment les particules fines. Alors les particules fines, vous voyez, en France, il y a quand même 40 000 morts par an des particules fines. Alors, la question, c'est combien de pourcents de ces 40 000 sont affectables au transport? Et ça, c'est extrêmement compliqué parce que ce ne sont pas des gaz. Autant après, les oxydes d'azote, c'est un gaz. Donc, quelle que soit la manière dont vous le produisez, un NO2, c'est la même chose, alors que les particules, il n'y en a pas 2 pareilles en fait. Hein. Voilà. Est-ce que la particule, elle est grosse? Est-ce qu'elle est petite? Alors vous savez que plus elle est fine, plus elle rentre dans l'organisme, elle passe dans le sang. Et le plus gros des 40 000, ce n'est pas les poumons en fait directement, c'est les accidents cardiovasculaires. Donc plus elles sont petites, évidemment, plus elles sont néfastes. Mais une microparticule, regardée au microscope électronique, si elle embarque du plomb et des métaux lourds dessus, ou alors sinon, si elle est neutre de ça, vous imaginez que même si elle a la même taille, ça n'a peut-être pas la même conséquence sur l'organisme. Donc c'est très très compliqué, mais si grosso modo on considère qu'un tiers de la nocivité des particules c'est les transports en France, bah, du coup un tiers de ça fait 13 000, alors que les accidents de la route c'est 4 000. Donc déjà tout de suite vous dites, oh là là, mais les particules des transports, en fait une voiture, ça tue plus par le pot d'échappement que par les accidents. Alors par contre ça tue des gens plus âgés, c'est-à-dire que les accidents tuent les gens, quel que soit leur âge, la moyenne c'est à peu près, donc en année de vie perdue, c'est une demi-vie, un accident de la route, alors que les années de vie perdues par les particules, ça touche plus des gens âgés. Donc en année de vie perdue, ça s'équilibre un peu. Mais disons que dans le discours politique, aujourd'hui, on n'arrête pas de parler toujours des accidents de la route, ce qui est malheureux, et pas de ça, alors qu'en fait c'est plus grave. Voilà. Mais vous avez aussi les oxydes d'azote, 7 000 morts en France quand même par an, et puis l'ozone, qui n'est pas directement émis par les transports, mais qui est une combinaison entre des gaz émis, des oxydes d'azote, des imbrûlés, du rayonnement solaire. Bon bref, ça fabrique de l'ozone, ça produit de l'ozone dans l'air, et l'ozone, c'est 17 000 morts par an en Europe. Et puis après, il y a autre chose, hein, il y a les imbrûlés, HC, c'est les imbrûlés, les hydrocarbures divers et variés, l'oxyde de carbone, hein, vous savez, gaz inodore, machin, les composés organiques volatiles, le SO2 dont on parle beaucoup au niveau des navires, puisque les navires utilisent massivement du fioul lourd, qui est environ 1000 fois plus soufré que le gazole. Donc ça veut dire, c'est pour ça que vous entendez des fois, oh là là, tel bateau qui arrive à Marseille, il pollue comme 1 million de voitures diesel. Oui, il pollue en SO2, okay, pas en CO2. Il y a un facteur 1000 entre les deux. Le gazole routier, il est désulfurisé. Il reste un petit peu de soufre, mais très peu. Voilà. Donc le SO2, c'est le problème dans les grands ports. Le plomb qui reste
qui est dans l'essence, mais en fait, il n'est pas naturellement, vous le savez peut-être. C'est dans les années 20 qu'on a introduit le plomb dans l'essence pour gagner de l'indice d'octane, en fait, gagner de l'efficacité dans des moteurs qui comprimaient plus le mélange air-carburant. Donc, et puis, en fait, on s'est rendu compte, les médecins de l'époque disaient, non, le plomb, surtout, il ne faut pas le mettre dans le carburant. Parce que, en fait, dans les années 10, c'est le scandale du saturnisme. Donc on découvre qu'ingérer du plomb, soit les enfants avec la peinture blanche à la céruse, la peinture blanche ou les conduites au plomb qui sont en très mauvais état, les gens qui ingèrent du plomb tombent malades, ont des graves problèmes de santé, et donc les médecins des années 20 disent dans le monde entier « Ah stop, mettez pas du plomb dans l'essence, on va le respirer ». Mais là, les industriels disent « Non, mais c'est en très très faible concentration, il n'y a aucune preuve que respirer un air avec un chouïa de plomb, et effectivement, il n'y a aucune preuve scientifique. » Donc du coup, des villes qui veulent interdire l'essence au plomb sont menacés de procès par General Motors qui l'introduisait aux États-Unis et dans le monde entier. Et donc, en quelques années, l'essence au plomb se répand partout. Alors, il faudra 20-30 ans pour se rendre compte dans les statistiques qu'effectivement, l'essence au plomb fera des millions de morts, comme les médecins l'avaient prédit dans les années 20. Voilà. Donc, après, il y a la sédentarité, les transports motorisés. Typiquement, prenez un Américain moyen. Vous voyez, en fait, lui, il ne marche jamais, quoi, en fait. Enfin, il marche depuis la porte d'entrée de sa maison jusqu'à la rue, parce qu'en fait, sa voiture, il faut bien voir qu'il ne l'a pas mis dans son garage. Vous savez pourquoi? Parce que toutes les maisons dans les maisons de banlieue se ressemblent, donc pour se distinguer de votre voisin, si vous rangez votre monstre dans le garage, ça ne se voit pas trop. Donc en fait, vous le garez plutôt devant, dans la rue, donc là, vous faites 30 mètres. Après, le moindre escalier, il y a un escalator, il y a un ascenseur, etc. Donc du coup, en fait, vous ne faites jamais d'exercice. Donc en fait, comme vous mangez beaucoup et gras, vous devenez gros. Donc en fait, la sédentarité, c'est une conséquence directe aussi de la multiplication des transports. Sans parler des épidémies, où par exemple, on va prendre le Covid, typiquement, où en fait, entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, donc 2003-2019, fin 2002, fin 2019, en fait, il y a 17 ans, et en 17 ans, les transports internationaux de voyageurs par avion ont multiplié par 3. Alors on parlait de croissance exponentielle, c'est une dont on verra. On multiplié par 3, donc vous imaginez que Wuhan, en fait, le cœur de l'épidémie, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que Wuhan, il y a 30 ans, ou alors un petit peu plus si vous lisez Peirefit, quand la Chine s'éveillera, qui parle de Wuhan. Wuhan, du temps de Peirefit, années 70, c'est le 19e siècle pour nous, donc en fait, il y a 0 avion. C'est un aéroport un peu régional, on va dire, en 2000, et puis aujourd'hui, c'est un aéroport international. Donc en fait, quand Wuhan confine, c'est déjà trop tard. Le Covid, c'est déjà une pandémie, en fait, quand Wuhan confine, parce qu'il y a des aéroports, des avions qui tous les jours décollent de Wuhan en vol direct vers le monde entier. Donc dès que Wuhan confine, c'est mort, c'est déjà une pandémie. Donc en fait, voilà, les épidémies se nourrissent. Alors je vous parlais du transport aérien, mais aussi du transport local qui favorise la diffusion des épidémies. Bon, la diffusion des épidémies par les transports, ça date, c'est identifié dans les années 1860. Okay, c'est-à-dire que bien avant l'OMS, les conférences sanitaires internationales, où les grands médecins du monde se réunissaient, en fait, dans les années 1850, lorsqu'elle était à Paris, en fait, leur conclusion, c'était, attention, les transports motorisés vont favoriser le transfert des épidémies asiatiques par le canal de Suez, via les transports marchands de navires, et aussi régionalement par le train, ensuite, au niveau continental. Voilà. Tout ça n'est pas une nouveauté. Bon, je crois que je parle trop par slide. Alors, pour vous dire un peu le passé, on va faire le passé et l'avenir, le futur promis. Alors, le passé, déjà, on parlait d'exponentiel. Donc là, c'est typique. Donc, vous voyez, ça, c'est le nombre de véhicules, de voitures particulières en circulation. Vous voyez, c'est une espèce de courbe exponentielle qui, quand même, a une inflexion ici, parce que là, vous avez une grosse inflexion, c'est la Chine. En gros, il faut savoir que dans les années 80, il était interdit d'acheter une voiture particulière en Chine. Seuls les dignitaires du régime, du Parti communiste chinois, avaient le droit d'avoir une voiture. Vous voyez, donc, c'est qu'en 1986, de mémoire, qu'on a le droit en Chine d'acheter une voiture. Donc, vous voyez un petit peu le retard en termes de nombre de véhicules. Mais par contre, dès les années 2000, vous voyez, 2005, là, ça commence à décoller. Et en fait, cette inflexion au niveau mondial, c'est le décollage chinois. Et là, vous voyez un petit peu la pente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 1,1 milliard de voitures particulières dans le monde, avec une pente comme ça, quoi, OK ? Voilà. Hop, pardon. Ensuite, donc on a un doublement tous les 25 ans, grosso modo. Voilà. Et puis la nature des voitures aussi. Vous voyez, quand je mets pick-up, le deuxième véhicule le plus vendu au monde, le premier c'est une Toyota Corolla, bon c'est une berline, je ne fais pas de pub d'ailleurs, comme ça on a cité Renault, il faut que je cite une troisième marque. Donc bref, c'est un gros pick-up américain. Je ne sais pas si vous en voyez ici, on commence à peine à en voir, c'est ce qui s'appelle Ford F-150, Ram 1500, c'est vraiment des pick-up format américain énorme. C'est la deuxième, le F-150, le Ford F,
C'est la deuxième voiture la plus vendue au monde. Donc en fait, la vision qu'on a de l'automobile aujourd'hui autour de nous, elle est même déformée. Nos voitures, finalement, même si elles sont beaucoup trop grosses, on voit pire ailleurs. Ensuite, par exemple, les avions. Je me limite j'essaie de limiter les slides, donc je ne vais pas vous parler des trains et des bateaux, on aurait pu, mais c'est pour limiter, j'ai que 3/4 d'heure. Donc par exemple, les avions, deuxième exemple typique. Donc là, vous avez aussi une croissance exponentielle. Hein. Grosso modo, c'est 5% par an. Donc plus 5% par an, 1,05 puissance le nombre d'années, ça s'envole, comme les avions. Et donc vous voyez que là, quelques inflexions. Intéressant sur ce document d'Airbus, c'est que ça c'est un document, vous voyez, la base du document datait d'avant le Covid. Après j'ai rajouté les valeurs Covid. Et donc avant le Covid, parmi les 6 raisons qui voient une petite inflexion dans cette croissance exponentielle, il y en a une, c'était quand même le SARS-CoV-1. Vous voyez le SARS là, ça c'est le 11 septembre, les attentats. Et le SARS, voilà. Donc en fait le SARS avait été jugé comme l'une des 6 raisons qui pouvaient infléchir le trafic aérien. Donc c'était quand même bien vu. Le reste, c'est des crises économiques. Bon. Et là, vous voyez que le transport aérien, en fait, en kilomètres passagers, hein, l'unité du transport aérien, c'est le kilomètre passager. En fait, aujourd'hui, le 2023, on n'y est pas encore à la fin, mais grosso modo, le 2023 devrait être au niveau de 2019. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez le chute. Alors, quand on dit chute sans précédent, hein, c'est-à-dire que vous avez entendu les commentaires, catastrophe énorme, grosso modo, il n'y a plus d'avions, en 2020, c'est la cata complète. Bon, cela dit, sur le graphique, cata complète, vous regardez 1995. C'est-à-dire qu'en 2020, où on nous disait il n'y a plus d'avions, c'est la cata, etc., en fait, c'est le trafic 1995, quand même, le trafic mondial. Hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand on croit beaucoup, même si on chute brutalement, on peut être à des niveaux quand même très élevés. Et le x2, c'est Airbus qui l'écrivait, hein, c'est de dire, voilà, la croissance du trafic aérien, c'est un doublement tous les 15 ans. En fait, 1,05 puissance 15, ça fait à peu près 2. Voilà. Donc, voilà, donc après, je vais vous parler de perspective. Alors, donc là, ce que je vais vous parler, alors je vais vous affranchir de lire mon bouquin, mais justement, je veux que vous lisiez Hervor, évidemment, mais Hervor, il y a 400 pages, dont 200 pages d'historique. Et ce que je disais à M. Monflier, c'est qu'un grand souci aujourd'hui des ingénieurs, c'est qu'en fait, ils n'ont aucune connaissance historique, je veux dire académique. Imaginez quelqu'un qui veut faire Sciences Po, qui arrive à vouloir faire Sciences Po, mais il ne connaît pas l'histoire. C'est-à-dire qu'il ne sait pas qu'il y a eu des guerres, il ne sait pas qu'il y a eu des révolutions, etc. Alors, il connaît bien la politique, hein, c'est-à-dire il sait ce que c'est la démocratie par cœur et tout ça. À ce moment-là, vous allez lui dire, il va dire la démocratie, c'est le rempart contre le totalitarisme. Ok, c'est évident quand on voit comment est organisée la démocratie. Oui, mais dans l'histoire, vous savez qu'Hitler a été élu par la démocratie. Voilà. Donc, quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez être très naïf, en fait. Okay, et ce que je regrette dans le métier d'ingénieur aujourd'hui, enfin dans les ingénieurs, c'est qu'en fait, grosso modo, on n'a aucune connaissance historique. Même moi, quand je bossais dans l'industrie, enfin, on m'aurait posé des questions sur « mais c'était quoi ton boulot, enfin, les pièces dont tu t'occupais il y a 50 ans ?» J'étais complètement sec. Donc du coup, voilà, c'est important de savoir qu'est-ce que c'est l'histoire. Donc, je vous fais un grand résumé des 200 pages d'historique, de voir comment, sur 200 ans, les transports motorisés se sont installés dans les faits, dans les mentalités, dans les habitudes, dans les addictions, dans les pollutions, etc., pour essayer de vous donner juste les 4 leçons. Voilà. S'il y avait 4 leçons de l'histoire. Alors, une petite blague, je discutais avec l'un de vous tout à l'heure, à qui je disais « Ah oui, tiens, il y a un truc marrant de Aldous Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes, mais dans un autre bouquin, il a dit « La plus grande leçon de l'histoire, c'est qu'en fait, on ne retient pas les leçons de l'histoire. » Voilà, donc du coup, je vais quand même tenter de vous les donner, et vous êtes un public averti. Alors, première leçon, mais celle-là, vous la connaissez, je pense, c'est l'effet rebond énergétique ou le paradoxe de Jevons. C'est quoi? C'est que l'efficacité, on dit toujours, on l'a entendu tout à l'heure, il faut faire de l'efficacité. Ouais, dans les transports, ouais, super. Sauf que, est-ce que vous avez une idée en litres au 100, question très basique, en litres au 100, donc un litre d'essence pour faire 100 km, quel a été le progrès technique depuis les années 30, 1930, jusqu'à à peu près 2010? À votre avis, on a réduit de combien de pourcents, ou on a divisé par combien? Voilà, en fait, combien de litres au 100 on met de moins en 2010, à peu près avec une voiture moyenne mondiale qu'en 1930. Il y a des idées? Divisé par 2, moins 20%, divisé par 4. Okay. Réponse, 0. Réponse, 0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que les voitures conçues dans les années 30, alors la plupart sont sorties dans les années 40 à cause de la guerre, mais les voitures conçues, les ingénieurs des années 30, si vous lisez des bouquins de l'époque, en fait, leur ratio, c'était de dire qu'une voiture consommait autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Je vous le redis, autant de litres au 100 que de centaines de kilos de masse à vide. Mais les petites voitures des années 30, elles pesaient 500 kilos. D'ailleurs, la 2 chevaux qui est sortie, enfin, ou le prémisse de la 2 chevaux de l'époque, 5 litres au 100. 500 kilos, ça fait 5 litres au 100. Et une grosse voiture de l'époque qui faisait 2 tonnes, elle faisait 20 litres au 100.
Et quand vous regardez en 2010, les petites voitures, je sais pas moi, Twingo, trucs comme ça fait 5 litres au 100, et les gros pick-up américains dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 20 litres au 100. Donc en fait, voilà, 5 litres à 20 litres au 100, des années 30, aucun progrès. Alors il y a eu une petite inflexion récemment avec l'hybridation, effectivement. L'hybridation depuis 2010 réellement fait de l'efficacité énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Les ingénieurs, ils ont super bien bossé. C'est juste que tout le progrès des moteurs, en fait, il est passé dans du confort, du poids, de la performance, etc. Bon, c'est sûr que c'est mieux de rouler dans une voiture actuelle. Mais par contre, c'est pour ça que vous voyez, l'efficacité, c'est pas la panacée, des fois, elle n'existe même pas. Dans les avions, c'est exactement pareil. Dans les avions, vous dites, les avions, ça fait des super progrès. Vous entendez l'aviation qui dit, ben oui, depuis les années 60, les avions, pour faire 1 km passager, l'unité, c'est 4 fois moins de carburant, aujourd'hui, 4 fois moins, 75%, parfois 80% d'efficacité énergétique. Vous dites, waouh, les ingénieurs ont super bien travaillé, génial. Et puis vous commencez à regarder l'histoire, vous grattez, vous dites, si je reviens 10 ans en arrière, je ne vais pas faire 1960 aujourd'hui, je vais faire 1950 aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais avant, on était aux avions hélices. Et quand on est passé aux avions à réaction, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par passager, on a doublé la consommation. En fait, les avions ont doublé en consommation lorsqu'ils sont passés aux avions à réaction. Donc du coup, après, ils ont divisé par 4. Alors vous allez me dire, ouais, d'accord, ok, alors il reste une division par 2. Ouais, d'accord. Oui, sauf que dans les années 50, il n'y avait pas de traînée de condensation. Parce que les avions à hélice, ils volaient à 5000 mètres, ça dépendait, ils volaient sous la formation des traînées de condensation. Donc du coup, les avions à hélice ne faisaient aucune traînée de condensation. Et dès qu'on est passé aux avions à réaction, on a pu voler plus haut, parce qu'on était plus puissant, dans un air moins dense, des avions conçus pour ça, 9000 mètres, 10 000 mètres, 10 500 mètres, et là on a vu apparaître les traînées blanches. Et vous savez que les traînées blanches, ça a au moins autant d'effet que le CO2. Donc finalement, pour faire un Paris-Rome, par exemple, en 1955 ou aujourd'hui, l'impact sur le climat du billet, en fait, il n'y a aucun progrès. Alors par contre, entre-temps, attention, le trafic a été démultiplié. Vous avez vu, on a multiplié le trafic par 300. De 1950 à 2019, le trafic, c'est fois 300. Okay, donc du coup, évidemment, voilà, donc l'impact a décuplé. Donc premier, alors du coup, la conséquence, c'est une blague, évidemment, mais est-ce qu'un avion écologique ou une voiture écologique, est-ce qu'elle ne devrait pas faire 50 litres au 100 ? Comme ça, du coup, on dissuaderait de l'utiliser tellement ça coûterait cher à l'utiliser. Bon, c'est un peu une blague, mais disons que voilà, ça fait poser. Donc première leçon de l'histoire, l'effet rebond, classique. Alors, peut-être le plus gros à retenir, si l'une des 4 leçons, je dirais celle-là. Les transports rapides et bon marché rallongent les distances ou augmentent les fréquences au lieu de réduire la durée des trajets. Ça, c'est vraiment une constante depuis 150 ans. C'est-à-dire qu'on promet aux gens, même encore aujourd'hui, ceux qui sont dans la ruralité, que leur job, il est qu'à 30 km. Non, on va vous proposer une voiture plus rapide, plus efficace. Il faut construire des autoroutes encore, parce que comme ça, on va gagner du temps partout dans le monde. Enfin, en France aussi, à La Réunion, on construit un milliard pour construire une route qui va en fait augmenter l'étalement urbain. On le sait, ça fait 150 ans que ça se passe. Ce n'est pas une nouveauté. Vous voyez, on promet aux gens de gagner du temps avec un transport plus rapide. Le résultat, c'est qu'en fait, ils consacrent autant de temps, c'est juste qu'ils vont plus loin, ou alors ils y vont plus fréquemment. Par exemple, dans le cas des transatlantiques, vous prenez les transatlantiques, quand vous allez en bateau aux États-Unis du Havre à New York, il faut 5 jours pour y aller. Bon, prenez pas le Titanic. 5 jours pour y aller, 5 jours pour revenir, 10 jours de voyage. Forcément, ça coûte un bras parce que c'est déjà un hôtel flottant, donc ça coûte assez cher. Et si vous passez 10 jours de trajet, vous allez y rester 2 mois, et aux États-Unis, vous irez une fois dans votre vie, parce que c'est quand même un peu, ou 2 fois limite. Tandis que si l'avion vous y mène en 6 heures, vous pouvez faire un week-end à New York, une autre fois j'irai à Chicago, etc. Vous voyez, donc en fait, vous multipliez les trajets lorsqu'ils deviennent moins chers et plus rapides. Alors tout ça, c'est pas nouveau. Si vous lisez Robida, gros conseil, lire Robida, La vie électrique, extraordinaire. Robida qui a écrit en 1880 2 bouquins, 1890-1890, enfin 82-92, des bouquins qui annoncent la vie des années 50. En fait, il se trompe, c'est la vie des années 2000. Et il y a énormément de pronostics extraordinaires, dont sur les transports le fait, qui pronostiquent le fait que les transports rapides vont s'imposer, que ce soit sur les longues distances ou les courtes distances, et que du coup, la vie des gens va être une frénésie de tout le temps, pour un oui ou pour un non. Mais puisqu'on peut aller en 1000 km/h en hyperloop, l'hyperloop, c'est pas Musk, on a cité Musk, l'hyperloop, c'est Robida. C'est Robida qui vous dit qu'à 1000 km/h dans du tube sous pression, etc., on peut faire Paris-Madrid en 2 heures. À ce moment-là, on va aller dîner à Madrid, grosso modo, vous voyez. Donc voilà. Donc la conséquence, Wells, qui écrivait en 1900, donc Herbert George Wells, c'est l'écrivain de science-fiction anglais, très célèbre, mais qui a écrit un bouquin d'anticipation. C'est pas pareil, hein. La science-fiction, on se fait plaisir. L'anticipation, on est sérieux. On dit, voilà, je vais écrire ce qui va se passer. Il fait une grosse intro pour préciser, attention. Et son livre s'appelle Anticipation. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Il dit, voilà, il écrit en 1900, et il se projette en l'an 2000. Et il dit, à mon avis,
Donc 1900, c'est le tout début des voitures. Et il écrit, à mon avis, en l'an 2000, des automobiles. En l'an 2000, je pense que le transport motorisé de masse, donc pas cher, aura une vitesse moyenne de 50 km/h. Si vous remarquez bien, le train de banlieue et la voiture individuelle, c'est ça, 50 km/h de vitesse moyenne. Et il dit, donc, comme j'ai constaté depuis des siècles que la taille des villes, c'était 1 heure de trajet depuis le centre, et que les villes ne grandissaient plus au-delà d'à peu près 6 km, parce que c'est la marche à pied, 6 km/h, voilà, que quelques villes du monde qui avaient beaucoup de chevaux pouvaient être un peu plus grandes, mais ça s'arrêtait là. Il dit, voilà, les villes du monde, dans l'an 2000, les grandes villes du monde, elles auront des moyens de masse de 50 km/h de vitesse moyenne, du coup elles feront 50 km de rayon, et les gens feront des dizaines de... La majorité, enfin, énormément de gens feront des dizaines de kilomètres tous les jours pour se rendre à leur travail en y passant 1 heure. Voilà. Donc c'est la constante de temps, donc c'est Wells qui le disait. Le métro parisien, allez, je vous parle un peu du métro parisien. Le métro parisien, les 6 premières lignes, pourquoi le métro parisien a été construit? Chantier énorme, investissement colossal, décidé dans les années 1890. Pourquoi on construit le métro parisien? Parce que vous vous souvenez peut-être de Boileau, des embarras de Paris. Paris, c'est la ville la plus encombrée du monde à la fin du 19e siècle. C'est le bazar complet. Donc la théorie, c'est de dire, tiens, si on fait passer les gens en souterrain avec un transport rapide, on va alléger le trafic de surface. Et c'est ça, en fait, qui justifie les 6 premières lignes qui sont lancées, dont la première qui sera mise en service, vous savez, pour les pseudo-Jeux Olympiques de 1900. Enfin, ils ont été appelés comme ça après coup, grosso modo. Donc les ingénieurs, en 1908, une fois que les 6 premières lignes sont en service, en fait, il y a un problème à Paris. Quel est celui-là? En fait, le métro marche super bien, ok, très bien, parfait, non problème. Sauf que le trafic de surface, il a augmenté au lieu de baisser. Et donc, on convoque les ingénieurs, les sociologues pour expliquer, non, mais là, c'est pas possible. Et en fait, l'explication de l'époque, c'est, en fait, on a développé, en mettant à disposition texto un transport rapide et bon marché, on a développé le goût du déplacement aux Parisiens et aux étrangers. Les étrangers, c'est ceux qui habitent juste en périphérie de Paris. Mais oui, avant, les gens, ils vivaient dans un arrondissement. Ils y travaillaient, ils y habitaient, ils faisaient leurs achats à l'échelle d'un arrondissement, à pied, grosso modo, ou en fiacre. Mais une fois que vous mettez le métro, les étoffes sont un peu moins chères, il y a des soldes, enfin il y a des rabais. L'autre bout de la ville, oui, j'y vais en 20 minutes. Tel nouveau job, plutôt que de prendre celui-là, je peux y aller en métro tous les jours, donc je vais aller là-bas. Donc du coup, vous avez la ville qui change de dimension avec le métro et les gens qui consacrent toujours autant de temps à se déplacer, donc ça s'étale. Voilà, donc la question, c'est pas de continuer à se dire il faut accélérer les transports et les rendre moins chers. Non, la question, c'est faut-il les renchérir et les ralentir. Après, la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, les transports, ils vous proposent toujours la liberté. Si vous regardez les publicités des transports, c'est toujours la liberté, la voiture qui est toute seule, dans un environnement extraordinaire, aucun embouteillage, etc. Sauf qu'en fait, le développement des transports, par l'artificialisation qu'ils provoquent, les routes, etc., la banalisation des destinations, c'est-à-dire le fait que, par exemple, si vous voulez vous dépayser, il y a 50 ans, aller à Venise, par exemple, c'était un certain dépaysement. Il y a 25 ans, c'était un autre dépaysement. Et aujourd'hui, je vous promets, c'est encore un autre dépaysement. Quand vous êtes au milieu des touristes, il n'y a plus un Vénitien, ils sont tous partis en périphérie et ils se sont convertis en serveurs ou en gérants d'hôtel. Donc, voilà. Donc, du coup, en fait, les transports, ils promettent une liberté qu'ils éloignent eux-mêmes. Vous voyez, c'est un système auto-alimenté. Voilà, donc la question, c'est est-ce qu'il faut plafonner l'accès au transport motorisé? Puis le 4e enseignement, un peu, c'est voilà, les transports finalement en 2 siècles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont métamorphosé le citadin, quelqu'un qui vivait, vous voyez, un peu dans sa ville, etc., dont le Parisien, par exemple. Les Parisiens étaient extrêmement casaniers jusqu'aux années 1850. Vous pouvez lire des textes sur le sujet. Aujourd'hui, un Parisien, dès qu'il a la bougeotte, dès qu'il a quelques sous et un peu de temps. Donc, le citadin, c'est devenu un banlieusard. Le voyageur, pour qui le trajet était le principal, relisez Stendhal ou autre, c'était le voyage qui était le déplacement qui était le cœur du voyage. Aujourd'hui, les voyagistes, ils vous proposent de la téléportation. Ils vous proposent une destination, c'est tout. On vous met un masque et puis on vous téléporte avec un avion. Donc le voyageur, c'est devenu un touriste, quelqu'un qui fait un tour. Voilà, il va quelque part, il revient aussitôt. Et le citoyen, qui pensait acheter les choses à ses voisins parce que ça permettait le commerce, et si j'achète ma machine à laver au magasin du coin, lui aussi va m'acheter mes produits et tout. Aujourd'hui, on s'en fout, quoi. On consomme un machin, c'est un peu moins cher, ça a été fabriqué à l'autre bout du monde, c'est pas grave. Voilà. Alors, une petite image de ça.
Par exemple, à gauche, c'est un extrait du premier bouquin de Robida dont je vous ai parlé. Donc là, c'est l'entrée du tube. Si vous regardez bien le détail, vous voyez, les gens se pressent. Ils sont habillés en dimanché parce qu'ils prennent un hyperloop juste pour faire un aller-retour, 1 heure pour y aller, voilà, pour aller au resto. Et donc, et à côté, vous avez une parodie du dessin de Delacroix. Que veulent les gens lors des Gilets jaunes? La liberté, hein. Ah non, ce qu'ils veulent, c'est du gazole, en fait. Alors la question, c'est le statut des carburants. Ça, c'est vraiment une question très essentielle que je vous laisse méditer. En fait, les carburants, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça doit être? Est-ce que ça doit être de la pomme de terre? C'est-à-dire, en gros, dire aux gens, ah, le carburant, c'est très cher, c'est terrible, tous ces gens qui dépensent tant d'argent, ah là, si l'essence augmente, c'est une catastrophe, donc il faut absolument la subventionner, il faut arrêter les taxes, etc., le moins cher possible, etc. Donc c'est de la pomme de terre, un aliment de première nécessité. Est-ce que c'est ça, le carburant? Ou alors, est-ce que c'est du tabac? C'est-à-dire, on a une addiction à ça. Au contraire, il faut renchérir le prix, mais par contre, dégager de l'argent pour des patchs. Alors, des patchs version carburant, ça va être financer des gens pour qu'ils déménagent, financer des sociétés pour qu'elles puissent se rapprocher des lieux où il y a des résidences, réorganiser spatialement complètement les activités, plutôt que d'essayer de fournir un véhicule toujours moins cher et toujours plus rapide. Et ça, c'est une vraie question politique, hein. Clairement. Quel est le statut des carburants, la pomme de terre ou le tabac? Et aujourd'hui, c'est en débat. Enfin, c'est en débat. Vous avez des partis politiques qui disent c'est de la pomme de terre, il faut absolument tout détaxer. Bon, la réponse au système, on la connaît, hein. Si on détaxe les carburants, la réponse au système, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la voiture américaine moyenne, elle pèse 500 kg plus lourd que notre voiture moyenne. 500 kg plus lourd, et les gens, ils travaillent 5 km plus loin en moyenne que nous. Ça, c'est juste le résultat du fait que pendant 150 ans, les carburants américains sont grosso modo détaxés. Donc le fait que l'essence soit pas chère, mais du coup, ça induit petit à petit des réflexes de choix, d'installation, par rapport au travail, par exemple, plus éloignés, et des véhicules plus gros parce que c'est plus fun, et l'essence coûte pas cher. Alors, l'urbanisme autour, c'est quoi le mythe un peu qui s'organise autour des transports? Alors, 19e, non, ça c'est pour vous expliquer, au 19e, juste le dire, les banlieues américaines, hein, vous savez, un habitant américain sur 2, il vit dans une banlieue américaine. Banlieue américaine, c'est une succession de maisons, c'est des villes complètement résidentielles, avec des maisons qui se ressemblent, et ça sur des villes entières. Bon, c'est un Américain sur 2, mais en fait, aux États-Unis, c'est le train et le tramway en fait, qui ont créé les banlieues. Au départ, la croissance américaine urbaine du 19e siècle, c'est que je me trompe pas, un décuplement tous les 50 ans. C'est-à-dire qu'une ville américaine, en 50 ans, sa population multiplie par 10. Donc avec une telle croissance, en fait, les routes, ça coûte trop cher, grosso modo. Donc en fait, c'est 2 rails, et c'est donc l'urbanisme américain, au départ, c'est en fait le train, hein, au 19e qu'il a créé, et ensuite ça a été remplacé par les voitures, d'ailleurs à la faveur de malversations de General Motors. Je vous cite une autre marque. Il y a eu un procès sur le sujet. Alors, mais c'est quoi l'idéal qu'on propose aux gens? Regardez dans les années 40, juste dans les années 40. Ça, c'est aux États-Unis, l'exposition universelle de 1939. C'est le pavillon principal. C'était le pavillon principal de l'exposition universelle, c'était une énorme sphère. Là, vous avez une photo à l'intérieur de la sphère où à l'étage, c'était une couronne où les gens s'installaient et survolaient la couronne, survolaient une maquette que vous voyez à droite. Ils survolaient une maquette comme si c'était un avion à survoler la ville idéale. Et la ville idéale qui présentait donc aux Américains en 1939 comme étant la ville des années 60-70, c'est une ville qui fait 50 km de rayon, où il y a des transports partout, qui est composée de sous-villes uniquement résidentielles, de sous-villes uniquement industrielles, de sous-villes uniquement de loisirs, et des transports partout qui permettent à tout le monde tous les jours. Donc c'est vraiment la personnification de ce que disait Wells. Et en France, par exemple, vous voyez la couverture de Science et Vie, l'hélicoptère est présenté comme le véhicule du futur pour Monsieur Tout-le-Monde. Là, le texte, si vous lisez le texte à côté, mais là, en fait, c'est Monsieur qui dit au revoir, je vais travailler, et en fait, il va travailler en hélicoptère tous les jours, et du coup, il s'est installé évidemment dans une résidence bucolique au bord d'un lac, vu qu'il va se rendre à la ville en hélicoptère. C'est ça qui est promis un peu comme étant le futur technologique des transports et de l'urbanisme dans les années 40 jusqu'en France. Alors, le futur, la prospective. J'ai voilà alors qu'est-ce que ça va être, on se revoit dans 20 ans, hein, mais qu'est-ce qui est annoncé? Bien, en fait, c'est que donc la courbe totale, non, ça c'est les grands pays, pardon. Mais ce que vous voyez, c'est que ce qui est le cas, voilà, c'est que la projection chinoise, c'est de continuer à augmenter. Vous avez l'Inde derrière qui augmente fortement, nous qui augmentons quand même un petit peu légèrement. Et donc les 1,1 milliard de voitures, ce qui est annoncé par les grands organismes internationaux, c'est quand même 1,8 milliard de voitures en 2040. Voilà. Donc il y a des grosses questions à se poser.
On parlait de démographie humaine, là il faut parler de démographie de voitures, mais là c'est quand même énorme, parce que si jamais, par exemple, on développe la voiture électrique, typiquement, allez un petit coup sur la voiture électrique, en se disant ouais il faut développer la voiture électrique parce que comme ça on économise d'essence, mais en fait, je vais vous perturber, mais si dans 2040 il y a 600 millions de voitures électriques, on va dire génial, on a vachement développé la voiture électrique dans le monde, si on a 600 millions en 2040, et oui mais ça veut dire qu'il y aura 1,2 milliard de voitures thermiques, ah zut. Donc, du coup, il y aura plus de pollution, indépendamment de comment est fait l'électricité. Attendez, il y aura en fait, le nombre de voitures thermiques, en fait, il va continuer d'augmenter. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Deuxième chose, pour bien vous perturber, si on n'avait pas du tout de voitures électriques, ben à ce moment-là, vu que le pétrole, on a dit, il y en a de moins en moins, ben en fait, un petit peu comme des hyènes, les voitures vont devoir se partager le pétrole qui reste. Donc, c'est un peu perturbant de se dire, mais le pas de côté fait par la voiture électrique, est-ce que c'est pas pour mieux baisser la pression qu'auront les voitures thermiques à être économes. Donc là, je vous perturbe bien, hein, mais bon, je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est pour vous dire que le sujet de la voiture électrique, ce n'est pas un sujet trivial quand on l'apporte globalement. Et encore, je ne vous ai même pas parlé de métaux, machin, à aller extraire en quantité, où il n'y aura probablement pas les quantités pour pouvoir électrifier le monde entier, loin de là. Et deuxièmement, l'électricité supplémentaire, cet adjectif il est complètement omis aujourd'hui, on vous parle d'électricité moyenne, ouais la France en moyenne d'électricité bas carbone, donc la voiture électrique est bas carbone, c'est n'importe quoi comme phrase, hein. C'est n'importe quoi, c'est de l'électricité supplémentaire dont on a besoin. Or le supplémentaire, ben regardez cet hiver, le supplémentaire, toutes les voitures électriques, elles ont roulé avec quoi cet hiver? Ben avec de l'électricité allemande. Alors vous allez me dire c'est particulier, on est plein de centrales nucléaires arrêtées, etc. Oui d'accord, mais de l'électricité supplémentaire, il n'y en a pas comme ça à toutes les heures françaises dès qu'on veut, etc. Pas du tout, pas du tout. Et puis si on dit ah ouais 80% de nucléaire, on veut du nucléaire, d'accord, mais enfin d'accord, pas forcément d'accord, mais c'est pas avant 15 ans. Donc du coup les voitures électriques d'aujourd'hui, mais elles seront à la casse quand le premier réacteur en question sera allumé. Donc voilà. Donc du coup attention, donc je fais pas un débat sur la voiture électrique, je n'ai pas le temps. Les avions. Les avions. Alors là, c'est intéressant parce que là, je vous ai mis les prospectives de tous les grands organismes qui étaient vraiment à l'unisson, hein, que ce soit l'industrie, les compagnies, à l'unisson pour dire avant Covid, ça c'est des prospectives avant Covid. Donc là, vous avez cette courbe, c'est la même qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est un doublement tous les 15 ans. Donc ce qui s'est annoncé avant Covid, c'est que le doublement tous les 15 ans, pas de problème. Alors, quand vous dites ah oui, d'accord, mais il y a quand même un problème de pollution, quoi. Alors, et c'est Philippe Biwix, que vous connaissez certainement, au moins de podcast ou autre, qui me demandait dernièrement Laurent, il y a un truc que je ne pige pas, c'est mais pourquoi les transports, en fait, c'est les seuls qui n'annoncent aucune sobriété, en fait. Quand on regarde les plans de neutralité carbone et tout ça, en fait, tous les transports, disent non, on va être neutre en carbone, mais en continuant d'augmenter. Et en fait, je lui ai expliqué, je lui disais, à mon avis, enfin expliquer, je ne vais pas expliquer à Philippe, mais je lui disais, voilà, moi je pense, ma réponse, c'est de dire que les transports, c'est un secteur où en fait, la promesse technologique, c'est zéro. C'est-à-dire que l'impact, c'est zéro. Donc, zéro carbone, zéro ce que vous voulez. Si vous lisez tous les avions, l'avion hydrogène, c'est l'avion à zéro carbone. La voiture électrique, c'est l'avion à zéro, ce que vous voulez. Zéro, zéro. Donc zéro multiplié par 3 fois plus, ça fait zéro. OK ? Donc du coup, le zéro justifie le fait de croître. Donc c'est pour ça. Oui, il reste 5 minutes. À 10, ah ça va, super. Donc alors, ça c'était avant Covid. Et alors, le Covid, donc l'effondrement dont je vous ai parlé là, et là ce qui est intéressant, alors les petits carrés bleus, c'est moi qui les ai mis. Mais la courbe bleu clair, elle date et post-Covid, c'est l'ATAC, c'est un organisme, l'organisme de l'aviation, un organisme de l'aviation. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que les carrés bleus, ils correspondent à la courbe bleue. Ça, je suis scotché. J'attends de voir 2023 pour voir si le carré bleu. Donc la courbe bleue, elle date de avant ce carré. Hein, okay, elle connaît ce carré, la courbe bleue, mais elle ne connaît pas celui-là. Et alors, qu'est-ce qu'on voit sur les nouvelles prospectives? C'est que malgré le Covid, donc le Covid, c'est un offset de 5 ans, vous voyez, ça a un décalage. Mais par contre, alors cette courbe-là bleue, vous voyez qu'elle est un peu moins forte que l'autre, qui fait que 5 ans au départ, on a 10 ans à l'arrivée. Mais par contre, le doublement du trafic aérien n'est pas du tout questionné. Enfin, c'est une évidence pour ces organismes que le trafic aérien va pouvoir doubler. Okay, voilà. Alors, et sans parler de l'avion hydrogène, j'ai écrit grosso modo des choses que je vous invite à lire, mais pour simplifier, grosso modo, c'est d'un côté une arnaque, mais d'un autre, c'est vachement bien vu. Parce que si vous souhaitez... parce que il faut comprendre que le premier principe des lobbies, c'est de gagner du temps. C'est de gagner du temps. C'est le premier objectif des lobbies.
Et en fait, si vous mettez 1 milliard, 2 milliards, même à la poubelle, mais que vous gagnez de votre interlocuteur qui vous fout la paix pendant 10 ans, c'est un investissement qui vaut vachement le coup. Voilà. Donc d'un point de vue purement économique, faire croire à l'avion à hydrogène comme étant un avion zéro ceci dans 15 ans et comme conséquence on vous fiche la paix pendant 10 ans sur votre croissance, ça peut être un très bon investissement, même si dans 10 ans vous direz « Ah mince, finalement c'est pas possible, on est désolé ». Bon, voilà. Vous savez pourquoi Elon Musk, tiens, Elon Musk, allez, une couche de plus. Vous savez pourquoi il a lancé l'Hyperloop? Enfin, il n'a pas lancé l'Hyperloop, il a lancé l'idée de l'Hyperloop, ok? Enfin, relancé, parce que vous avez vu que c'est Robida, en 1880, qui en parlait. Mais en fait, pourquoi il l'a lancé? En fait, c'est pour casser, en fait, le projet de TGV, enfin, je dis TGV en français, mais de train à grande vitesse, on va dire, entre Los Angeles et San Francisco, en disant, ben non, en fait, c'est nul le TGV 300 à l'heure, ah non, il faut faire un truc à 1000 à l'heure, économiquement, etc. Et en fait, il a semé la zizanie, en fait, avec le projet de l'Hyperloop, il a semé la zizanie dans le projet américain de liaison TGV dans le but de retarder au maximum ce projet, puisque plus ce projet éclorerait, non, plus ce projet sort rapidement, moins il vendra de voitures électriques. Voilà. Alors du coup, les solutions. Les solutions, donc évidemment, pour Aurélien, je ne sais pas s'il est là, oui, il est là. Pour Aurélien, il y a un mot que j'utilise, alors j'en ai pas terminé parce que je ne crois pas que tu l'aies utilisé, c'est le messianisme technologique. Moi, j'arrête pas de dire ça. Voilà. Il faut qu'on lutte contre le messianisme technologique. C'est le Messie, alors pas le footballeur, enfin pour certains, mais le Messie, c'est pas grave. Il y a un problème, mais non, il y a tellement de chercheurs, il y a tellement d'ingénieurs qui travaillent et tout, que forcément ils vont trouver la solution, quoi. Hein. Voilà. Donc du coup, surtout, ne changeons rien. Et pire que ça, pourquoi il ne faut rien changer? Ça, c'est terrible, hein, je ne sais pas si rien t'a percuté là-dessus, mais pourquoi il ne faut rien changer? C'est parce que le système qu'on conçoit, il est basé justement sur les données actuelles. Donc il ne faut surtout pas changer les données actuelles parce qu'on perturberait la façon dont a été estimée cette nouvelle technologie. Voilà. Typiquement, la voiture électrique, qui va être énorme, avec une énorme batterie et tout ça, en fait, vous dites, mais pourquoi on prend des batteries aussi grosses pour une bagnole et tout ça? Et là, la réponse, ça va être, ah non, mais elle est connectée au réseau. Donc en fait, elle sert à l'équilibre des énergies renouvelables. Donc celui qui a acheté un énorme véhicule de 2 tonnes et demie avec une batterie de 600, 700 kg, etc., et son voisin lui dit, non, mais c'est quoi ce monstre surdimensionné? Ah non, mais moi, je participe à l'équilibre du réseau. Voilà, ok. Et oui, mais l'équilibre, et surtout, consommer toujours pareil. Parce que si jamais vous changez votre consommation, vous allez changer les équations qui ne seront plus celles avec lesquelles a été bâtie la technologie en question. Donc c'est terrible, en fait. Hein. Donc, le messianisme technologique, moi, c'est ma première lutte. Bon, bref, chacun sa croix. Alors, voilà. Alors, dans les idées, alors c'est un peu technique quand même ce que je présente là, parce que je suis ingénieur à la base, mais bon, alors, il y a une litanie, évidemment, il n'y a pas quelle est la solution? Il n'y en a pas une. Hein. Il faut, en parallèle, lancer plein de trucs. C'est juste pour vous parler des domaines. Alors, les domaines, bon, la transparence et la responsabilité des constructeurs, je vais passer les détails, c'est un peu technique, parce que ça, c'est évidemment lié à l'affaire du Dieselgate, où vous avez plein de choses, bidouillage, etc. Bon, des vertes et des pas mûres, je ne vais pas m'étendre. Ça, c'est important. L'affectation raisonnée des carburants verts. Et dans les carburants verts, j'y mets les batteries. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez les carburants verts, plein de transports qui disent « Mais non, moi, je vais être décarboné grâce à... l'hydrogène ou grâce à l'éthanol renouvelable, machin. Oui, sauf que quand vous regardez les quantités, il n'y en a absolument pas pour tout le monde. C'est impossible que tout le monde puisse être satisfait de ça. Sauf qu'en fait, chacun de son côté annonce que les quelques carburants verts, admettons qu'il y en ait, qui seront fabriqués, ah ben ça sera pour lui. Oui, par exemple, prenons l'avion hydrogène, de l'hydrogène décarboné. Alors, j'aime absolument pas ce mot. Bon, admettons l'hydrogène bas carbone, admettons fait avec, etc. Bon, mais le premier objectif, la première usage de cet hydrogène, admettons bas carbone, déjà on se dit, c'est juste substituer l'hydrogène sale qui est aujourd'hui utilisé par l'industrie. Alors l'industrie, c'est le raffinage, les engrais chimiques et tout ça. Vous allez me dire, c'est pas top. Bon, d'accord, mais même si on utilise 2 fois moins de pétrole, on fout 2 fois moins d'engrais, etc. Il y a quand même beaucoup d'hydrogène issu de méthane là. Donc si on fabrique 1 mètre cube d'hydrogène vert, autant le livrer à quelqu'un qui, du coup, nécessairement va remplacer un hydrogène issu du méthane. Mais il faut être vraiment Shadok, alors les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais il faut être vraiment Shadok pour inventer un machin compliqué qui va brûler de l'hydrogène, je ne sais pas, à la place d'autre chose, alors qu'en fait, il suffit de le livrer. Voilà. Et l'hydrogène mondial issu de méthane, c'est près de 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc c'est juste gigantesque. Donc si on a de l'hydrogène vert, la première priorité, c'est de substituer l'hydrogène sale d'usages dont on jugera qu'ils sont essentiels. Et les batteries, c'est pareil. Les batteries, il ne faut pas rêver.
à la vitesse à laquelle on fait croître les véhicules, on équipe en batterie plein d'usages, pas que les voitures, à ce moment-là, on se dit, mais non, mais sous 15 ans, 20 ans, mais il n'y a pas du tout autant de métaux pour tout le monde. Donc la question serait de dire, mais c'est quoi la priorité? Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, on me dit, ah, vous êtes contre la voiture électrique? Pas du tout. Le problème, je suis contre la voiture électrique actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un gaspillage éhonté de batteries. Aujourd'hui, la priorité, si je vous donne, je sais pas, quelques milliers de tonnes de batteries et une région à dépolluer, mais le premier sujet, c'est pas les gros 4x4, etc., que vous allez surdimensionner. Si vous réfléchissez un peu, vous allez dire, déjà tous les 2 roues, tous les scooters thermiques et tout ça, ça pollue, etc. Ben ceux-là, hop, allez, scooter électrique pour tout le monde. Voilà, déjà, premier usage des batteries. Deuxième usage, les voitures de livraison peut-être. Allez, admettons, si c'est de la livraison, on va dire essentielle, etc. Voilà. Mais en fait, les grosses voitures surdimensionnées électriques, mais c'est le dernier usage des batteries que vous choisirez. Or, c'est plus ou moins le premier qu'on voit apparaître. Bon. Donc là, il y a un problème de carburant et de batterie vert. La limitation du gaspillage, bien évidemment, bridage des performances, limitation des gabarits. Je ne vous cache pas le fait que tout est surdimensionné, des avions aux voitures. Donc par exemple, les voitures, premier bridage, allez, 130 km/h pour tout le monde. Je ne sais pas si vous savez, un camion, c'est limité à 90. Si vous accélérez avec un camion, poids lourd, vous ne dépasserez pas le 90, sauf dans une descente, c'est bridé. Donc comme les panneaux sont à 130, ben, pourquoi on ne bride pas les voitures électroniquement à 130 ? Alors vous allez me dire, ah oui, mais les Allemands, ils vendent des voitures chères et puissantes grâce à leurs quelques autoroutes. Donc comme j'explique toujours, ça ne coûte rien. Pour 10 000 €, on diminue les consommations des voitures européennes. Comment on fait? On met des panneaux à 130 sur les autoroutes allemandes. Et à ce moment-là, ben, du coup, on bride toutes les voitures. Si on bride toutes les voitures à 130, acheter un moteur puissant, on s'en fout. Vous achèterez une voiture éventuellement confortable, mais pas un moteur puissant. Donc déjà, brider toutes les voitures à 130. Et puis, les voitures qui pèsent plus d'1,5 tonne, mais celles-là, on pourrait les brider à 90 comme les poids lourds. Comme ça, quelqu'un qui veut un gros 4x4 pour pavaner, bah, si sur l'autoroute, il se fait doubler par tout le monde, il va moins l'acheter, hein, je vous dis tout de suite. Hein, okay. Mais par contre, l'apiculteur qui transfère ses ruches régulièrement, qui a besoin d'un gros 4x4 pour mettre des ruches dessus parce qu'il faut les transférer en plus dans la bouillasse, etc., lui, je comprends tout à fait qu'il prenne un pick-up. Et si je lui dis, votre pick-up, il est limité à 90, il va me dire, c'est pas grave, pour mes abeilles, je m'en fous. Hein. Donc du coup, voilà, donc 2 mesures, mais c'est vrai que c'est un peu réglementaire, hein. Enfin, c'est complètement réglementaire, excusez-moi. Voilà, brider toutes les voitures qui pèsent plus d'1,5 tonne à vide à 90 et brider 100% des voitures à 130. Voilà. Déjà là, vous avez... Voilà. Et les avions, mais les avions, il faut les faire voler plus bas. Ça, c'est très clair. Plus bas et moins vite. Plus bas par rapport aux traînées de condensation. Et moins vite, mais en fait, pour ralentir, comme on a dit, l'accélération des avions, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des publicités de compagnies aériennes qui vous disent « mais c'est un week-end... » les vacances, c'est une capitale européenne par week-end. Vous avez peut-être vu ça. Alors, je ne suis pas contre aller en vacances en Autriche, mais si on va en Autriche, c'est pour 15 jours. Vous voyez, on y va en avion peut-être, je ne sais pas. Mais on ne va pas un week-end en prenant l'avion. Voilà. Donc ça. Donc du coup, limiter les avions à 600. Pourquoi à 600? Parce qu'à ce moment-là, on enlèverait les avions à réaction. On repasserait à des avions hélices. Alors, à turbopropulseurs, hein, ce n'est pas les vieilles caravelles et tout ça. Non, ou les DC-6 et DC-7. Donc, des avions modernes, comme un A320, mais avec des turbopropulseurs, limités à 600 à l'heure. Donc, par contre, là, le temps de trajet sur des courts courriers, bon, court courrier, vous allez me dire, il y a le train, mais bon, il y a des fois, il y a des mers à traverser. Ça ne change pas grand-chose. Sur un long courrier, là, vous explosez la durée. Parce que sur un long courrier, à 600 à l'heure, vous allez faire une escale et faire un dodo dans un hôtel. Donc, automatiquement, une semaine à l'île Maurice, ça ne va pas passer, quoi. Okay, parce que vous allez mettre 36 heures pour y aller, 36 heures pour revenir, ça fait 3 jours de plage. Okay. Bon. Donc du coup, les avions, voilà, les nouveaux avions, pas les actuels, hein, ça va être une catastrophe écologique. Si on fait voler un A320 à 600 à l'heure, là, il va brûler du carburant encore plus. Mais voilà, l'idée derrière ça, c'est à la fois diminuer les consos, virer les traînées blanches et réduire la bougeotte. Essayer de diminuer la bougeotte en ralentissant. Okay. Ensuite, le partage, ça c'est le fait que les transports sont subventionnés. J'ai plus de temps. J'ai fini. Aïe, aïe, aïe. Alors, donc, le coût, pourquoi? Vous entendez des fois, ah oui, l'automobiliste, c'est la vache à lait de l'État. Pas du tout, pas du tout. C'est l'État qui subventionne en fait l'automobiliste. Si vous faites les comptes, et puis, merde, j'ai plus son nom en tête, depuis les années 30, en fait... c'est pas grave. Depuis les années 30, les études ont été menées, on s'est rendu compte qu'en fait, malgré les taxes sur les carburants en France, en fait, le transport routier des voitures, il est subventionné.
c'est-à-dire que la construction des routes, et puis je ne vous parle même pas du traitement des maladies, en fait, l'automobiliste, il est globalement subventionné. Donc en fait, là, il faut qu'on augmente les coûts. Le marketing de la sobriété, le poids des symboles, les 24 heures du Mans, les footballeurs qui s'affichent en jet privé, etc. Si Mbappé, comme avait écrit Reporter, quand il m'avait fait une interview, il avait titré avec ça, je leur avais glissé ça à un moment, ils ont choisi ça en titre, de dire voilà, il faudrait qu'Mbappé vienne à l'entraînement en vélo et qu'il soit filmé. Effectivement, si Mbappé prend son vélo pour l'entraînement, voilà. Donc en fait, il y a le poids des symboles, des gens qui sont bien en vue. La stabilisation des parcs, c'est créer la propriété foncière mobile. Juste un concept. Au Moyen-Âge, dans les villes grossissaient, vous pouviez vous installer où vous voulez. Vous êtes charpentier, il y a une cathédrale en construction, il y a un terrain vague, vous plantez des piquets, c'est chez moi. Okay, bon. Et puis, Napoléon a créé les cadastres pour gérer tout ça, et arrêter que les gens s'installent n'importe où. Et bien en fait, il faudrait cette logique, on va dire, des cadastres, l'appliquer au transport motorisé. C'est-à-dire que vous, quand vous achetez un appartement aujourd'hui, des fois d'ailleurs, vous payez plus cher le foncier que le bâti. Alors qu'aujourd'hui, une voiture, par exemple, vous payez que le bâti et encore même pas les fondations. Les fondations, c'est gratuit, c'est la collectivité qui vous l'offre, les fondations. Vous payez que le bâti. Mais le foncier dans le véhicule, ça veut dire que quand vous achetez un véhicule, un avion, une voiture, vous auriez un coût du foncier mobile. Ça permettrait de gérer le stock, notamment dans l'aviation, par exemple, c'est plus facile à expliquer. Aujourd'hui, il y a 28 000 avions de ligne à peu près dans le monde. Covid, 14 000. On pouvait plafonner à 20 000. Et à ce moment-là, une compagnie, si elle veut croître, elle ne peut pas acheter des avions, sauf elle met à la casse un avion vieux, elle rachète un avion de la même taille, ça c'est autorisé. Sinon, elle achète une autre compagnie qui font les plombs. Et à ce moment-là, elle a le droit d'avoir plus d'avions. Mais le nombre d'avions total serait plafonné. Sanctuarisation des réserves, et vous savez, il faut laisser sous terre, on en a parlé en énergie, du charbon, du pétrole et tout ça, il faut laisser sous terre 80%, c'est pas moi qui l'ai dit. Et la judiciarisation d'un écocide, c'est la démocratie par le procès, ça commence à arriver, des procès liés à des associations qui portent plainte comme ceci, etc. L'aéroport de Vienne, par exemple, qui n'a pas pu construire sa 3e piste, parce que ça allait à l'encontre des objectifs climatiques du pays, vous voyez, un peu. C'est-à-dire, la 3e piste à Vienne a été interdite par la justice, parce que le pays n'allait pas tenir ses engagements climatiques s'il y avait une troisième piste à Vienne, donc une augmentation du trafic. Et là, vous avez tout le débat aujourd'hui à Schiphol, aux Pays-Bas, sur l'aéroport d'Amsterdam, en fait, où l'aéroport d'Amsterdam veut réduire le trafic, et vous avez tout le monde de l'aéronautique qui lui tombe dessus pour lui dire c'est illégal, vous ne devez pas stopper la croissance. Et voilà, et je crois que je voulais conclure avec juste ce dessin, voilà, c'est le dernier slide, c'est juste un petit peu de philosophie pour terminer. À gauche, vous avez le dessin de... C'est la vie électrique ou c'est... Oui, c'est parce qu'il y a 2 bouquins. Donc c'est le bouquin de la vie électrique de Robida, 1992, où là, vous avez un dessin, vous voyez les tubes là, qui traversaient la campagne, c'était les tuyaux dans lesquels circulent. Alors lui, l'avion, il ne l'imagine pas à l'époque. Il n'imagine pas l'avion, mais il imagine le transport rapide, encore plus rapide que l'avion, et c'est l'hyperloop en fait. Donc il pense que les grandes capitales et tout ça, les grandes villes françaises sont réunies. Bon, c'est les avions aujourd'hui, c'est l'hyperloop. Et à droite, vous avez l'exemple d'un record battu en 1926, donc c'est une de Petit Journal. Vous avez un Américain qui était en vacances en France, qui devait se rendre à Biarritz, il était à Paris, et en fait à Paris, il a pris un fiacre. Et il a dit, donc il a pris un fiacre, il lui a dit, où est-ce que vous voulez aller? Il lui a dit, il était place Vendôme, il a dit, je veux aller place de la Liberté, à Biarritz, c'est la place Clémenceau aujourd'hui. Et tant pis, je vous paie le gîte et tout ça. Surtout, vous ne passez pas par les grandes villes, on passe que par les villages. Du coup, il a dormi chez l'habitant, etc. Il a mis 40 jours pour faire le trajet. Et ce qui est vachement intéressant, c'est donc la couverture et l'article qui écrit « Mais lui, cet Américain, quand il va rentrer aux États-Unis, lui, il connaîtra ce qu'est la France. Contrairement à ses congénères argentés, qui n'auront connu que le train et les grands hôtels, qu'est-ce qu'ils connaîtront de la France? Alors que lui, il a dormi chez l'habitant, il a mangé dans les petits villages, etc. pendant 40 jours. Lui, il saura ce que c'est la France. Et ça, c'est extraordinaire, ce riche Américain qui a battu un record de lenteur en 1926. Voilà, j'ai terminé.